Sénat. Bonjour et bienvenue dans Parlement Hebdo, l'émission qui revient sur les temps forts de l'actualité à l'Assemblée nationale et au Sénat et que j'ai le plaisir de vous présenter avec Brigitte Boucher. Bonjour Brigitte. Bonjour Tam. Et cette semaine a été encore marquée par le Covid, par les débuts des travaux de la commission d'enquête à l'Assemblée nationale, mais aussi l'impact économique de la pandémie. On va revenir sur tous ces sujets avec notre invitée Marie Guévenoux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de La République En Marche de l'Essonne et c'est Brigitte qui vous présente. Marie Guévenoux, bonjour. Libérale, vous entrez en politique en 99 au sein de Démocratie libérale avec Alain Madelin, dont vous devenez la collaboratrice parlementaire. Vous présidez aussi le mouvement Les Jeunes avec Madelin avant de rejoindre l'UMP à sa création en 2002, où vous prenez là aussi la tête du mouvement des jeunes pop qui chantaient vouloir changer le monde. Vous entrez ensuite dans la cour des grands au sein des cabinets ministériels, à la coopération puis à l'écologie. Vous êtes alors cataloguée comme une fidèle d'Alain Juppé, que vous soutenez dans la course à la présidentielle en 2016, avant d'intégrer l'équipe de campagne de François Fillon, le gagnant de la primaire. Mais face aux affaires, vos origines amiénoises vous amènent évidemment à vous tourner vers Emmanuel Macron. En 2018, on vous confie le poste de rapporteur des 2 projets de loi de révision constitutionnelle. Eh bien, qu'en est-il de ce projet de révision constitutionnelle ? Écoutez, pour l'instant, il n'est pas inscrit à l'ordre du jour, mais le sujet de la réforme institutionnelle forcément fait forcément partie des champs de réflexion qui sont les nôtres. C'est un moment important. C'est difficile de changer la Constitution. On voit que la Convention citoyenne rend ses conclusions ce week-end, justement, et propose de changer la Constitution pour intégrer le dérèglement climatique dans tous les projets de loi qui pourraient se faire désormais. Est-ce que ça doit être intégré dans la Constitution ? Je crois d'abord que sur la Convention citoyenne, il faut saluer l'idée même qui a présidé à sa création. Vous vous souvenez, ça avait été mis en place à la suite du grand débat, et puis l'idée avait été de rassembler 150 citoyens qui pourraient s'investir sur ces questions. Aujourd'hui, ils sont en train de rendre leurs conclusions. Il y a un vote qui se passe, je crois, ce week-end où ils vont devoir faire des propositions. Et puis ce sera ensuite à nous, au Parlement, ou par la voie de référendum qui est souvent évoquée. Vous êtes favorable justement à un référendum, à cette hypothèse ? Je suis en tout cas persuadée d'une chose, c'est que le sujet de la préservation de l'environnement et de la biodiversité, c'est pas un nouveau sujet. Ça fait extrêmement longtemps qu'on en parle et qu'on s'en inquiète, qu'on s'en alarme, et que pour autant, on voit bien qu'on a un certain nombre de choses qu'on n'arrive pas à faire. On se souvient de l'écotaxe, par exemple, plus récemment de la taxe carbone. On voit bien que imposer des décisions par le haut sur ce sujet, c'est extrêmement compliqué. Pour autant, il faut qu'on avance sur ce sujet. Et donc, tant qu'on n'arrivera pas à faire en sorte que les Français se sentent réellement concernés par ce sujet, et je pense que c'est Le référendum, c'est le moyen de le référendum fait consulter partie directement les Français, même si on sait que ça peut devenir effectivement, le référendum, c'est le moyen. Emmanuel Macron, on sait que c'est aussi le risque du référendum. Il n'y a pas un risque politique ? Dans les référendums, il y a toujours des risques. Mais je crois que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que sur cette question essentielle qui est la préservation de l'environnement, encore une fois, on n'a pas trouvé jusqu'à maintenant les moyens d'avancer, quel que soit le parti, quelle que soit la majorité. On a avancé petit pas par petit pas. Il y a des choses qui ont été faites et qui ont été bien faites, mais on voit bien qu'à un moment, ça bute. Probablement parce que d'ailleurs, les Français n'ont pas la même appréciation du problème en fonction de leur territoire. Moi, je suis élu de l'Essonne. L'environnement, c'est quelque chose qui est, je pense, chevillé au corps de la plupart des concitoyens de ma circonscription, parce que le contact avec la nature est probablement plus compliqué que si j'étais élu du Cantal. Donc l'appréciation est différente. Il faut réussir à faire en sorte que cette question, elle soit prise en main par les Français eux-mêmes. Donc vous êtes favorable à ce référendum ? Je pense que le référendum par consultation, c'est effectivement quelque chose qui serait de nature à régler ce problème. Allez, Marie Guévenoux, on va revenir sur les temps forts de cette semaine. Et d'abord, la fin de l'état d'urgence sanitaire le 10 juillet. Faut répondre les députés qui jugent les restrictions qui accompagnent le projet de loi trop contraignantes. La commission d'enquête sur la gestion du Covid-19 a démarré ses travaux à l'Assemblée. Les responsabilités sur les stocks de masques ne sont pas encore établies. Certains députés sont restés sur leur faim. Après la pandémie, la relance, toutes les formations politiques à gauche comme à droite planchent sur leurs propositions pour faire repartir l'économie pour les sénateurs LR. L'heure est au protectionnisme. Et on commence cette émission avec la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Le projet de loi visant à mettre fin à l'état d'urgence sanitaire le 10 juillet a été adopté en première lecture à l'Assemblée cette semaine. Certaines mesures de restriction demeurent néanmoins jusqu'au 30 octobre. Pour les oppositions de droite comme de gauche, c'est un texte liberticide. Les précisions d'Elsa Mondagava. Pour le gouvernement, pas question de sortir du jour au lendemain de l'état d'urgence sanitaire qui prend fin le 10 juillet prochain. Cette sortie de l'état d'urgence sanitaire doit être organisée parce que la vigilance reste de mise et que de nombreuses mesures restent nécessaires dans les prochains mois. Notre position doit être une position de responsabilité. L'état d'urgence n'est plus justifié dans son intégralité, mais ne pas conserver certaines mesures, ce serait faire comme si les risques de redémarrage de l'épidémie n'existaient pas. Or, ces risques existent. Ce projet de loi met donc en place un état transitoire jusqu'au 30 octobre prochain, ce que dénoncent les oppositions. L'état d'urgence, il est ou il n'est pas. Un état d'urgence, ça se déclare ou ça se lève. Alors si vous ne le levez pas, assumez donc de le maintenir. Ce texte permet au gouvernement de conditionner l'accès au transport en obligeant le port du masque par exemple, de restreindre les déplacements. Le gouvernement souhaitait également pouvoir continuer à interdire les rassemblements, mais il a dû revoir sa copie après la décision du Conseil d'État. Pour l'opposition, les restrictions restent trop importantes. Que dans le pire de la crise, l'Assemblée a été unanime pour vous autoriser à prendre ces mesures dérogatoires. Mais on ne va pas vivre éternellement sous ce régime attentatoire à nos libertés. Donc il faut trouver d'autres instruments juridiques beaucoup moins intrusifs que ceux que vous êtes en train de prendre. Votre conception de la liberté nous fait quand même sérieusement réfléchir. Compte tenu de la circulation importante du virus, la Guyane et Mayotte restent-elles sous état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 octobre prochain. Marie Guévenoux, est-ce que ce projet de loi, c'est la continuation finalement de l'état d'urgence par d'autres moyens ? L'état d'urgence sanitaire, il prend fin le 11 juillet. Il a été prorogé par la loi du 11 mai jusqu'au 10 juillet. Sauf qu'il y a quand même des restrictions qui accompagnent ce projet de loi jusqu'au 30 octobre. Et le 11 juillet, l'état d'urgence sanitaire prendra fin. Ensuite, le projet de loi dont on parle, celui qui est examiné en ce moment, il porte sur 3 mesures qui sont effectivement restrictives. Réglementation de la circulation, par exemple, de fermeture d'établissements publics. Il faut comprendre que c'est une boîte à outils, un cadre législatif général que l'on actionne ponctuellement, de façon chirurgicale, dans le cas où il y a une resurgence de l'épidémie sur des clusters très localisés. Cette boîte à outils est-elle vraiment nécessaire ? Est-ce que si il y a l'épidémie à nouveau, il ne faut pas simplement déclarer l'état d'urgence ? C'est ce qu'on vous dit, ça peut être fait très rapidement, c'est ce qui a été fait en début de la pandémie. Je ne suis pas sûre que ce soit plus favorable à nos libertés que de déclencher l'état d'urgence sanitaire pour l'ensemble du territoire, parce qu'on aurait un cluster qui viendrait apparaître dans telle ville de France. C'est pas ça l'objet. On a bien fait des zones vertes, des zones rouges, on a bien fait des zones différentes. Oui, mais les zones vertes et les zones rouges, c'est pas l'état d'urgence. C'est quand même pas pareil. Oui. Donc voilà. Non, mais c'est important. Vous avez des éléments qui vous laissent penser qu'il y aurait une deuxième vague et qui nécessitent du coup de maintenir. En fait, les éléments, ils sont rendus publics, tout le monde peut les consulter. C'est l'avis du Conseil scientifique. Les 2 derniers avis sont très clairs. Ils établissent 4 scénarios. Un qui est extrêmement pessimiste, qui nécessiterait le déclenchement de l'état d'urgence sanitaire. On souhaite bien sûr que ça n'arrive pas, et 3 scénarios qui sont beaucoup plus optimistes, de façon nuancée en fonction des scénarios bien sûr, mais qui sont plus optimistes et qui disent très clairement qu'on a besoin de poursuivre des mesures du type le port du masque dans les transports en commun, qu'on a besoin d'avoir la capacité de pouvoir de façon très localisée limiter la circulation dans le cas où un cluster viendrait à apparaître. C'est très clairement détaillé. Donc, ces outils, en fait, ils ne sont pas hors sol, pris parce que personne ne nous les demanderait. L'avis du Conseil scientifique le dit très clairement. On a besoin d'un certain nombre d'outils où le temps de réactivité face au virus, si jamais il venait à ressurgir, est déterminant. Et vous entendez les craintes de l'opposition qui craignent une inscription durable de ces mesures d'exception dans notre droit commun, comme ça avait pu être fait avec la loi SILT et l'état d'urgence sécuritaire en 2015. Évidemment que j'entends les craintes de l'opposition, mais la présentation binaire qui consiste à dire on est en état, ce que disait M. Solignac, on est en état d'urgence ou on ne l'est pas, c'est pas vrai. On n'est pas, on est face au virus du Covid-19 ou on ne l'est pas. Le Covid-19 est toujours là. Sauf que ce que dit Tam, c'est que c'est vrai, en 2015, il y a eu les attentats, et puis en 2017, il y a eu cette loi SILT que vous avez, où certaines dispositions de l'état d'urgence sont entrées dans le droit commun. On a l'impression que petit à petit, on grignote sur les libertés publiques. Est-ce que vous ne pensez pas que tout cela, finalement, finira par rentrer dans le droit commun également ? On s'est évidemment posé toutes ces questions, parce que c'est essentiel.
l'état d'urgence sanitaire, on l'a borné dans le temps. Donc, le 1er avril 2021, l'état d'urgence sanitaire, dans la loi, il n'existe plus. Il est borné dans le temps. Est-ce que le Parlement voudra, à la lumière du travail qui a été le nôtre, se doter d'un état d'urgence sanitaire, entre guillemets, pérenne, sur la base de cette expérience? Peut-être. Mais en tout cas, aujourd'hui, cet état d'urgence sanitaire, il est borné dans le temps. Et à l'intérieur de cet état d'urgence sanitaire, il y a ce dispositif transitoire, là, sur lequel on est travaillé, qui, lui, est borné dans le temps au 30 octobre. Voilà ce dont on parle. On ne parle pas de quelque chose de pérenne, de long. On n'oublie pas que le Conseil d'État a quand même freiné vos ardeurs dans l'interdiction des rassemblements. Ça veut dire que les rassemblements sont autorisés à partir du 11 juillet. Le Conseil d'État, il a certes dit qu'on ne pouvait pas interdire les rassemblements puisqu'on n'était plus en état de catastrophe sanitaire. Il a tout à fait dit ça. Mais il a aussi dit qu'il fallait que l'on s'assure que les gestes barrières pouvaient être assurés et que la jauge de 5000 participants à ces rassemblements devait être, elle aussi, garantie. Et c'est pour ça que j'ai proposé un amendement qui vise justement à garantir le droit de manifestation, mais à créer un régime d'autorisation préalable qui permet de s'assurer que les organisateurs de la manifestation s'assureront bien que les gestes barrières sont bien garantis et que les participants seront bien limités à 5000. Allez, on poursuit cette émission avec la commission d'enquête sur le Covid. Les premières auditions de la mission d'information dotée de pouvoirs d'enquête sur le Covid-19 ont eu lieu cette semaine à l'Assemblée nationale. Le directeur général de la Santé ou le responsable de Santé publique France ont tenté d'éclairer les députés sur la gestion des masques. Les précisions de Stéphanie Despierres. Jérôme Salomon a été le premier à passer sur le grill. Estimez-vous, monsieur le directeur général, que notre pays était prêt? Face à ce que nous avons vécu, on trouve difficilement un pays qui a été prêt. Le directeur général de la Santé n'a pas expliqué pourquoi, au début de l'épidémie en janvier, il n'y avait que 115 millions de masques. Le lendemain, l'ancien directeur de Santé publique France confirme qu'il a bien prévenu Jérôme Salomon du mauvais état du stock des masques en 2018. En réponse, il a reçu l'ordre d'en détruire la majeure partie et d'en acheter 100 millions seulement, loin du milliard préconisé par les experts. Je pense qu'il y avait dans le processus de décision toute une série de personnes qui pensaient pas réellement à l'utilité des masques en population. Et je pense que c'est ça qui a fait basculer le fait que la cible n'était plus le milliard, mais la cible était quelques centaines de millions. Autre interrogation soulevée par les députés, fallait-il confiner tout le pays? Jeudi, le Conseil scientifique a défendu sa décision. On n'avait pas le choix parce que l'urgence était dans les réanimations. On avait vu affluer des patients dans un nombre tout à fait inhabituel et avec des formes cliniques extrêmement sévères de pneumopathie inflammatoire. Pour le président du Conseil scientifique, un dépistage massif n'aurait pas changé la donne. Les auditions continuent la semaine prochaine. La plus attendue, c'est celle du controversé professeur Didier Raoult. Ce sera mercredi. Marie Guévenoux, est-ce que Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, a failli dans la gestion des masques? On ne peut pas présenter... pardon, mais la question me fait réagir et probablement qu'elle est faite pour ça. On ne peut pas présenter les choses de façon aussi manichéenne ou binaire. Monsieur Salomon, il était directeur général de la Santé, il a été confronté comme nous tous à une crise dont chacun des Français comprendra qu'elle était inédite, majeure, sur lequel il n'y a aucun pays au monde qui a l'air d'avoir pu l'anticiper, et donc nous pas plus que les autres, et chacun a fait du mieux qu'il pouvait. Si on revient tout de même sur les chiffres qui ont été donnés, seulement 100 millions de masques chirurgicaux commandés à l'été 2019 pour reconstituer le stock stratégique de l'État qui avait chuté de plus de 700 millions. C'était quand même une erreur, vous le reconnaissez? On peut aller jusqu'à une faute? Non, je ne reconnaîtrai rien. D'abord, je ne suis pas directeur général de la Santé ni ministre de la Santé. Je n'ai pas suffisamment connaissance des faits pour me prononcer sur quoi que ce soit. Ensuite, je considère que... C'est quand même une erreur stratégique, là, au vu de ce qui s'est passé ensuite. Moi, j'ai lu pendant la crise de confinement, j'ai lu les témoignages de Roselyne Bachelot et de Philippe Douste-Blazy. C'était amusant. Il décrivait à l'époque la stratégie qui consistait à se doter des moyens maximaux pour aborder la crise. Et il disait très clairement qu'à l'époque où ils les ont mis en place, ils passaient pour des originaux et des gens extrêmement critiqués. Il y a pas, ici, on veut faire apprécier cette crise comme si tout démarrait
au fond, aujourd'hui, qu'il n'y avait pas eu de décision préalable, qu'il n'y avait pas un certain nombre de mécanismes de notre fonctionnement global. Je ne dis pas qu'ils sont bien, je ne dis pas qu'ils ne doivent pas être remis en cause, je ne dis pas qu'ils doivent être examinés, mais il faut arrêter d'avoir un fonctionnement binaire en pensant que ce qui nous arrive aujourd'hui n'est que la conséquence de faits qui sont... Il y avait une doctrine qui était qu'il fallait qu'il y ait un stock stratégique d'1 milliard de masques. Or, oui. on est tombé à 117 millions au début de la pandémie. Je comprends à la réponse de M. Salomon qui parle d'un stock renouvelé de façon tournante et en effet un changement de doctrine. Voilà ce que je comprends. Est-ce que c'était plus pertinent s'il n'y avait pas eu le Covid-19? C'est un problème de doctrine ou c'est un problème financier? Est-ce qu'à un moment on s'est dit finalement on va peut-être pas mettre les moyens pour reconstituer un stock d'1 milliard qui va peut-être devenir obsolète et dont on n'aura pas besoin? On a vu d'autres priorités à ce moment-là. Je comprends la question. Je ne pense pas qu'elle se soit posée en ces termes. Je pense que quand Roselyne Bachelot, pour reprendre cet exemple-là, fait la commande d'un certain nombre de matériel poussé au maximal, que ça paraît à l'époque disproportionné au point qu'on la moque, si j'en crois ce qu'elle dit. Que pendant des années, il semblerait que nous n'en ayons pas eu usage. Et que on se retrouve du coup en situation de se dire, bon, au fond, est-ce que c'était la bonne stratégie ? Probablement qu'avant le coronavirus, on s'est dit, il semblerait que non, au vu des... combien d'années ? Au vu des 10 dernières années ? Et étonnant quand même dans un pays où le principe de précaution est inscrit dans la Constitution. Oui, mais je trouve ça plutôt bon signe, je vais vous dire, qu'on se repose les questions des politiques que l'on met en place. Et comme on va le faire là, à la suite du coronavirus, c'est évident que, du coup, à la lumière de ce qui est arrivé, on va se reposer la question de comment on doit avoir un stock de masques. Est-ce que c'est tournant? Est-ce que c'est pas tournant? Je pense que les deux... Et c'est ça à gouverner, en fait. C'est ça, même sur le fait qu'en début de pandémie, eh bien, le gouvernement a dit que les masques étaient inutiles pour le grand public. Est-ce que pour vous, ça, tout de même, eh bien, c'est une erreur, c'est une faute? Dans l'opposition, on parle de scandale d'État. Oui, mais l'opposition, elle parle de scandale d'État, mais l'opposition, il faut aussi qu'elle écoute ce que disaient les scientifiques. Nous, le gouvernement, c'est pas une assemblée de docteurs. Le gouvernement, il fait confiance à la parole scientifique. Si la parole scientifique est au départ de dire on ne constate pas au début de l'épidémie que le masque est particulièrement nécessaire dans le port de ce masque, et je me souviens même de débats où on disait même que le port du masque pouvait même être aggravant parce que les gens se sentant protégés, le mettant mal, se considéraient qu'en fait ils étaient plus liés et plus tenus de faire de gestes barrières. Tout ce débat-là, il a existé. Après, c'est toujours facile d'arriver après de dire c'est scandaleux, on aurait dû avoir un discours, on aurait dû avoir des masques, on aurait dû avoir des tests, on aurait dû avoir... Oui, mais tout ça c'est ridicule au fond, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. C'est pas vrai. Vous pensez que cette commission, elle a pour but d'aller chercher des coupables ? Oui, je pense que les commissions d'enquête, je vais essayer de répondre de façon plus nuancée. Je pense que dans les commissions d'enquête, il y a tout type de démarches. Il y a des démarches qui sont celles du contrôle de l'action du gouvernement, du contrôle d'un fait. Et je pense que c'est bien que le Parlement puisse faire valoir son droit à ce contrôle, même son devoir de contrôle. Je pense qu'il y a, à mon sens, maintenant, des commissions d'enquête qui étaient rares avant et qui ont tendance à devenir beaucoup plus courantes aujourd'hui, qui du coup déprécient au fond leur action et qui souvent sont utilisées pour des raisons plus politiciennes au fond. Et ça, je trouve que ça détourne un peu l'objet. L'idée, c'est pas de savoir s'il y a un coupable ou pas, et je dis pas ça parce que je suis la majorité. L'idée, c'est de savoir comment on peut tirer des enseignements de ce qui nous arrive et réussir à progresser ensemble. C'est ça le sujet. Allez, on avance dans cette émission. Et pour terminer, le plan de relance des sénateurs Les Républicains. Alors que le gouvernement a présenté son 3e budget rectificatif sous le signe de la relance, toutes les formations politiques, à gauche comme à droite, planchent sur leurs propositions pour faire repartir l'économie. Pour les sénateurs, les Républicains, l'heure est au protectionnisme. Jonathan Dupriez. Sans proposition pour un nouveau départ. C'est ainsi que Bruno Retailleau qualifie le plan de relance de l'économie des sénateurs LR présenté cette semaine. Ce plan est à disposition du président et du gouvernement pour relever la France. C'est un triptyque, nouvelle prospérité, nouvelle solidarité et nouvelle souveraineté. Parmi les propositions notables, Bruno Retailleau plaide pour une relocalisation de la production en France et en Europe, notamment sur la question des médicaments. L'idée est d'encourager la préférence européenne ou française. Les LR proposent aussi une fiscalité bleu-blanc-rouge, c'est-à-dire exonérer d'impôts de 50 à 100% les entreprises qui investiraient dans des secteurs stratégiques en France. Le plan remet aussi au goût du jour une vieille ficelle sarkozyste, le fameux « travailler plus pour gagner plus ».
La droite sénatoriale aimerait garantir un 13e mois aux plus modestes, moyennant un temps de travail passant de 35 à 37 heures par semaine. Je crois que c'est une recette qui avait marché. Et donc il n'est pas interdit de remettre des recettes qui font plaisir. Elles font plaisir, mais elles sont aussi très utiles. Nous avons besoin d'un choc de productivité. Et c'est une des façons pour que le travail soit plus productif et aussi plus rémunérateur. Ce qui nous permettrait d'avoir plus de consommation et aussi d'avoir une meilleure compétitivité pour nos entreprises. Une batterie de mesures jetées comme des ballons d'essai à destination de l'exécutif. Alors Marie Guévenoux, qu'est-ce que vous pensez de ces ballons d'essai, relocalisation, fiscalité bleu, blanc, rouge, préférences françaises et européennes? On peut trouver des consensus? Je pense qu'en tout cas, c'est toujours bien que l'opposition fasse son rôle et puis donne des propositions. Après, est-ce qu'on peut trouver des consensus sur les relocalisations? L'avenir le dira, mais oui, mais non, mais effectivement, je trouve que dans les annonces du président de la République, en fait, j'allais dire que Bruno Retailleau a probablement écouté le président de la République, et c'est très bien. Il y a déjà en effet des pistes qui vont dans ce sens-là. Est-ce que ça reprendra ou pas les propositions des sénateurs? L'avenir le dira, mais on voit bien qu'il y a dans la volonté du président de la République, effectivement, d'avoir une question sur la souveraineté dans le plan de relance. Quels sont les secteurs où on garde une forme de souveraineté qui nous a fait défaut dans le cadre de la crise, il l'a très clairement dit. Quels sont les secteurs où on va investir de façon à créer des nouveaux emplois, alors même que on sait que la rentrée de septembre-octobre va être difficile avec des pertes d'emploi. Comment on fait pour préserver l'emploi et en créer de nouveaux? Il a donné un grand cadre. Je pense qu'il va y avoir des annonces. Quand on regarde le plan des sénateurs LR, ils disent qu'ils reprennent cette idée de Nicolas Sarkozy du travailler plus pour gagner plus. On a entendu le président de la République dire qu'il va falloir travaver davantage. Et produire davantage. Son allocution télévisée de dimanche dernier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 37 heures, payer 35? On n'est pas encore dans le temps de la précision des annonces, donc je vais pas faire de la prospective. Mais il y a un doute, vous êtes d'accord? Je vais pas faire de la prospective. Il y a clairement moi ce que j'entends quand le président de la République dit ça, c'est la situation va être difficile pour un certain nombre de secteurs. Il faut que les syndicats et les chefs d'entreprise discutent ensemble pour préserver l'emploi. Il va falloir qu'on se remonte, il va falloir qu'on se retrousse les manches pour travailler tous ensemble, dans le même sens. Et rouvrir le débat sur les 35 heures ou pas? Je ne peux pas vous dire, je ne crois pas. C'est mon sentiment, mais Vous n'y êtes pas personnellement favorable? J'étais pas favorable aux 35 heures au moment où elles ont été décidées. Donc pourquoi pas rouvrir le débat? Oui, après il y a des débats qu'il faut pas forcément réouvrir. Trop sensible. donc on verra. Mais moi personnellement, vous êtes favorable à titre personnel? Personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui travaillent beaucoup plus que 35 heures. Et, à titre personnel, vous seriez favorable à revenir sur les 35 heures? Non, je ne sais pas s'il faut revenir sur 35 heures. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis qu'effectivement, il va falloir se poser la question de comment on produit et on travaille plus. Effectivement, ça peut faire partie d'échanges. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment l'idée pensée. On va terminer avec la loi Avia, largement retoquée par le Conseil constitutionnel. Les sages saisis par des sénateurs LR et centristes ont censuré l'obligation de retrait des contenus haineux sous 24 heures. C'était la mesure phare du texte. Les juges constitutionnels ont estimé que la mesure constitue une atteinte à la liberté d'expression qui n'est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée. Marie Guévenoux, est-ce que c'est un camouflet pour votre majorité? Non, c'est pas un camouflet, c'est pas comme ça que. Moi, je vis jamais les choses comme ça, à vrai dire. Tout de même, je crois que un retocage de la mesure principale, c'est un texte qui était important pour votre majorité. C'était un texte qui était important effectivement pour la députée Avia. Elle a eu le mérite de mettre d'ailleurs, de pointer le sujet qui est la haine en ligne. Tout le monde le partage. Qui est un sujet nouveau, en tout cas, dont la première fois le Parlement s'empare. C'est un sujet extrêmement difficile. Ça a eu le mérite, encore une fois, de braquer le projecteur sur un sujet qui préoccupe quand même beaucoup de Français, sur beaucoup d'aspects. La décision du Conseil constitutionnel est effectivement très claire. Le texte, il était mal écrit, il était mal ficelé. Est-ce qu'elle est complètement vidée de cette substance? Et doit inciter à, si on reprend la plume, à le faire en suivant précisément les prescriptions du Conseil constitutionnel. Donc il faut la réécrire, cette proposition de loi? Il faudra, en tout cas, oui, si on veut la redéposer, il faudra la réécrire. Oui. Allonger le délai de 24 heures, sur quoi faut-il la changer pour vous? Non, mais le Conseil constitutionnel donne des indications très claires. Vous l'avez dit vous-même. Donc, il suffira au fond de suivre ces indications pour la redéposer. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, elle est pas promulgable en l'état. Et donc, si on redépose cette proposition de loi, il faudra suivre le cadre. Il y avait donc atteinte à la liberté d'expression, c'est ce que dit finalement le Conseil constitutionnel, alors qu'il devrait y avoir un consensus sur une telle proposition de loi sur la haine en ligne. Oui, je comprends que le Conseil constitutionnel considère qu'en effet, il y a une atteinte à la liberté d'expression dès lors que le temps qui est donné aux opérateurs pour laisser le contenu et qui est à leur seule appréciation est une entorse à la liberté d'expression. Je comprends que c'est effectivement ce que dit le Conseil constitutionnel. C'était le principal argument des opposants à ce texte. Vous regrettez de ne pas les avoir écoutés parce que l'objectif, il était partagé par tous, mais pas le moyen. Ce qui est très compliqué dans le fait de regretter vous savez, les oppositions, très souvent, elles disent des choses pertinentes et parfois beaucoup moins, ou le contraire, parfois souvent, ils disent des choses pas forcément pertinentes. Voilà, il se trouve que là, elle nous a mis un point qui était pertinent, probablement qu'on aurait dû faire preuve de plus d'écoute. Faire preuve de plus d'écoute. Merci Marie Guévenoux, merci Tam Tranui, merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Parlement Hebdo.